Donc pour rappel ici, la grande thématique qu'on va aborder, c'est est-ce le bon moment pour investir dans l'immobilier avec la reprise des activités et le déconfinement qui se profile. Donc comme je l'ai dit, on va brasser un petit peu large. On va pas rentrer non plus trop dans les détails parce que je pense que c'est pas le but non plus et on va pas non plus rester en ligne pendant 18 heures. Mais ce sera en tout cas de vous donner certaines tendances que l'on a analysées. Et donc, je dis bien analysées parce que ici, je vais pas vous faire part d'un sentiment ou d'un feeling. Je vais vous faire part, pardon, d'un travail qui a été fait avec mes collègues, d'une analyse sur base de faits, de données, et pas simplement une impression que l'on va avoir sur la reprise du secteur. Donc ça c'est aussi un petit peu important parce que c'est pas l'avis de Jeremy Henderson qui va vous en faire part aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je m'appelle donc Jérémy, je travaille chez Uinvest depuis presque 3 ans et demi maintenant. Donc j'étais d'abord conseiller en immobilier neuf, je suis passé ensuite sales manager et responsable des investissements puisque ça c'était un petit peu mon dada. Je suis dans l'immobilier depuis maintenant à peu près 15 ans. Et je suis un pur produit d'immobilier, donc c'est-à-dire que je n'ai jamais fait que cela depuis tout jeune, donc depuis mes 21 ans, je ne fais que de l'immobilier, je respire immobilier, je vis immobilier, je me nourris immobilier, donc voilà, ça c'est un petit peu mon parcours de manière très succincte. Je vois qu'on a déjà quand même 150 participants, donc je pense qu'on peut commencer tout doucement. Il est 11h03, à mon avis, là tout le monde s'est un petit peu installé. Donc, merci déjà à tout le monde d'être là. Ça fait plaisir, c'est chouette. Ça me met un peu la pression, mais bon, c'est comme ça. On va faire au mieux. Donc, la grande thématique, c'était donc, est-ce le moment d'investir avec la crise du coronavirus et le déconfinement qui se profile? Alors, je pense que tout d'abord, c'est intéressant de regarder un petit peu ce qui s'est passé dans le passé et de regarder dans le rétroviseur. Alors, ce n'est pas la première crise que l'on traverse. Elle est sans précédent, elle est inédite. Par contre, le marché immobilier a déjà traversé plusieurs crises. Donc, rappelez-vous, en 2008, on avait les subprimes. En 2001, on a eu donc les attentats avec les différentes guerres qui ont suivi, et ça a aussi eu un impact sur les marchés boursiers et les marchés immobiliers. Un petit peu avant cela, on a eu début des années 90 la première guerre du Golfe, qui aussi a eu un impact fort au niveau du marché financier avec les impacts sur le pétrole. Avant ça, on avait encore le premier choc pétrolier fin des années 70 et le marché immobilier a à chaque fois réagi. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est comment il a réagi en Belgique, comment il a réagi à l'étranger. Et donc là, je vais me cantonner juste à nos voisins. Mais il n'a pas réagi de la même façon. On a la chance en Belgique d'avoir pas mal de données qui sont publiées par Statbel, donc par le ministère des Affaires économiques. Donc on a des données très précises qui sont relayées par la Chambre des notaires. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué à chaque fois pendant toutes ces crises, c'est que parfois on avait une petite dévaluation de l'ordre de 1, 2, 3%, mais dans la plupart des cas, on a surtout eu une stagnation des prix, mais avec une diminution du nombre de transactions. Donc ça c'est important, c'est que on n'a jamais connu une grosse dévaluation comme d'autres pays, comme d'autres voisins européens ont pu le connaître, comme l'Angleterre, comme les Pays-Bas, comme l'Allemagne. On a un marché qui est relativement stable et qui progresse de manière très linéaire depuis une quarantaine d'années, avec une petite accentuation depuis qu'on est passé à l'euro, mais de manière générale, on est sur une croissance moyenne. Alors, ce qui est important dans ce que je viens de dire, c'est que les prix n'ont jamais vraiment diminué. Par contre, on a eu des stagnations. Donc, par exemple, 2008, 2009, 2010, on est resté sur plus ou moins les mêmes valeurs, mais avec une diminution du nombre de transactions. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, j'ai pris comme exemple ici la commune Bruxelles-Mille, qui est assez représentatif parce que très hétéroclite dans son habitat, dans ses prix. Pour vous donner une idée, en 2007, on était sur l'ordre de plus ou moins 1800 transactions immobilières par an. En 2009, on était sur 1400. Donc, ça signifie une baisse du nombre de transactions de plus ou moins 24-25%. Ça, c'est assez significatif. Par contre, au niveau des prix, on est resté plus ou moins stationnaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici maintenant? Je pense que la première chose que l'on peut dire, c'est que personne n'a de boule de cristal et personne ne sait ce qui va se passer. On lit beaucoup dans la presse à l'heure actuelle des économistes, des banquiers, des spécialistes qui prévoient une diminution des prix, une baisse qui va
pour certains spécialistes 1%, pour d'autres 2%, pour d'autres 3%. Donc ils sont déjà pas tous d'accord. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est que nulle part, dans aucune interview, bon après je sais que les journalistes ne peuvent pas non plus faire un article de 500 pages, mais je n'ai jamais vu une seule personne, un seul de ces spécialistes citer des sources ou publier un rapport d'analyse. Nulle part. Et dans les derniers rapports d'ailleurs de la BNB, qui sont assez détaillés, il parlait pas non plus de baisse. Il parle du surendettement de la population belge, oui, qui est un fait, mais on parle pas de baisse non plus. Donc moi, ça me chipote un peu quand j'entends tous ces économistes spécialistes qui, je vais peut-être pas me faire des amis là, mais qui sont peut-être les mêmes personnes qui n'ont pas vu la crise de 2008 ni les crises précédentes venir, nous parler maintenant de baisse sur le marché, parce que, comme je l'ai dit, il y a personne qui a une boule de cristal et personne ne sait ce qui va se passer. Nous-mêmes, acteurs professionnels du secteur, on ne sait pas ce qui va se passer. Pourquoi ? Parce que la réponse, en fait, elle est chez vous. Qui fait le marché immobilier ? C'est pas les notaires, c'est pas les promoteurs, c'est pas les agents immobiliers. Ce sont les acquéreurs et les vendeurs. Il faut pas oublier que le marché immobilier, c'est la rencontre de l'offre avec la demande. Il y a personne, bon, à part dans les circonstances où on est en faillite, il y a une procédure judiciaire, mais je dirais dans la normalité des choses, il n'y a pas quelqu'un qui est obligé de vendre, il n'y a pas quelqu'un qui est obligé d'acheter. On a envie, on a envie. Après, il y a des choses de la vie qui font, on se marie, on divorce, il y a des décès, des naissances, et entre guillemets, on doit progresser dans son habitat, mais je dirais de manière générale, ça reste une décision volontaire. Ensuite, l'immobilier, ce n'est pas un bien de consommation. C'est pas quelque chose comme on va acheter 5 paires de chaussures chez Zalando, et puis on va en remballer 3 parce que finalement elles ne vont pas, c'est pas la bonne taille, ou finalement on n'aime pas trop les couleurs. Non. Un bien immobilier, ce n'est pas un achat compulsif. C'est un achat qui réfléchit et c'est un achat qui va sur la durée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand quelqu'un, par exemple, décide d'acheter un bien immobilier, entre le moment où il émet cette réflexion et le moment où ça va se concrétiser, il peut se passer, et là je vais prendre tout le processus en cours, hein, donc avec l'offre, le compromis, l'acte, etc., et le déménagement. Il peut se passer 6 mois, il peut se passer 1 an, il peut se passer 1 an et demi. Donc c'est un projet qui se fait sur du long terme. Et c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que l'immobilier, ça reste des projets de long terme. Et les investissements immobiliers sont des projets à long terme. On n'achète pas un bien immobilier pour le revendre 6 mois plus tard ou l'année prochaine, sauf cas spécifiques comme les marchands de biens qui font ça de manière business. Mais je dirais pour l'investisseur lambda, le bon père de famille, ce qui représente quand même 90% du marché, des investisseurs, j'entends, ça reste un achat qu'on fait sur du moyen long terme. Alors aujourd'hui, vous avez d'une part le marché boursier qui est très volatile. On l'a vu, hein, il est fort descendu, il est fort remonté, il est refort descendu, maintenant il remonte encore un petit peu. Alors c'est clair qu'il y a moyen de faire des bonnes opérations, comme il y a moyen de perdre beaucoup d'argent en très peu de temps. Un marché immobilier, quand on est dans la logique, dans la réflexion d'investir son argent dans l'immobilier, on doit avoir ça sur du long terme. Et quand je dis du long terme, c'est sur une période qui va être de 10, 15, parfois plus, 20 ans. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que historiquement, on a des données qui sont assez fiables depuis les années 70 en Belgique. Quelqu'un qui fait un investissement immobilier sur un plan à 10 ou 15 ans, il n'a jamais été perdant. Alors évidemment, tout peut changer, personne ne sait de quoi l'avenir est fait, mais en tout cas, sur ces bases-là, on peut être relativement rassuré par rapport à ça. Ce qui veut dire que les gens aujourd'hui qui veulent faire un achat immobilier, vous ne devez pas être inquiets. Je dirais même qu'il y a pas mal d'indicateurs qui sont ouverts. On garde des taux d'intérêt qui sont historiquement bas. Vont-ils rester bas? Vont-ils augmenter? On ne sait pas. A priori, la BCE ne compte pas changer ses taux directeurs ou peut-être légèrement les relever. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour vous donner une indication, même si ça dépend un peu du profil de tout à chacun, sur un crédit classique qui se fait sur 20 ans, avec une quotité normale, on tourne sur plus ou moins du 1,50. Certaines personnes peuvent avoir plus, certaines personnes peuvent avoir moins. Bon, ça c'est un peu le marché. Ici, les banques prévoient une augmentation de plus ou moins 0,3% des taux. Alors ça veut dire quoi? Pour vous donner un petit exemple chiffré et en partant un petit peu de la logique que les banquiers nous donnent pour l'instant. Si, et je dis bien si, on part sur une diminution de l'ordre de 3% du marché immobilier. Et si, dans le même postulat, on table sur effectivement une augmentation des taux de 0,3%. Pour vous donner une idée d'un exemple assez concret, si vous avez un bien aujourd'hui qui se vend, enfin, pour lequel vous faites un crédit à 300 000 euros, ce qui reste dans le cas d'un investissement immobilier un prix relativement
je veux pas dire courant, mais en tout cas que l'on rencontre assez fréquemment nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous faites un crédit sur 20 ans à 1,5, vous allez avoir une mensualité qui va tourner aux alentours de 1437 euros par mois. Ce qui veut dire que sur la totalité, 1446 pardon, ce qui veut dire sur la totalité des 20 ans, vous allez payer en fait 347 000 euros. Donc 47 000 euros d'intérêt à payer à la banque. On fait le même exercice maintenant avec une diminution de 3%. Chic! L'immobilier diminue. C'est plus 300 000, c'est 290 000. Yes! On a gagné 10 000 euros. Ah, mais les taux ont un peu augmenté. Les taux sont passés à 1,80. Ok. Bon, 1,50, 1,80, c'est pas grand chose. On reste plus ou moins dans quelque chose d'acceptable. On fait le même exercice sur 20 ans. On emprunte 290 000, on tape sur 1,8 au lieu d'1,5. On se rend compte de quoi? On se rend compte qu'on arrive à un coût total de 345 000 euros. Alors, je vous ai parlé de 347 000 euros juste avant. Ici, je vous parle de 345 000 euros. Donc, vous aurez vu que la différence, en fait, au final, elle est que 2 000 euros. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous faites un achat immobilier, il faut pas juste voir le prix d'achat. Il faut voir aussi tout le côté. Et donc, le côté, c'est quoi? C'est le financement aussi. Parce que dans la majorité des cas, les gens vont faire un emprunt. C'est assez rare que l'on vienne et qu'on dise, OK, voilà, boum, je mets 300 000 euros, je paye cash et c'est bon, au revoir, merci. Non. Quand on a de l'argent et qu'on est dans la capacité de faire un crédit, et quand je dis dans la capacité, je vais juste peut-être fixer la limite au niveau de l'âge, et encore, pour vous donner un petit exemple, et je fais une parenthèse, j'ai une cliente qui est la maman d'un ami qui a fait un achat immobilier récemment, et elle va avoir 70 ans, et on a encore réussi à lui obtenir un prêt. Donc ça veut dire que c'est possible d'avoir, même à un âge avancé, des prêts immobiliers. Et quand aujourd'hui vous voulez faire un investissement, de grâce, allez voir votre banquier, allez voir votre courtier. J'en connais des excellents, je peux vous renseigner là-dessus. D'ailleurs, j'espère qu'il me regarde. Benjamin, si tu es là, petite dédicace. Donc, allez voir votre banquier. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir faire une belle opération. Vous avez la déductibilité toujours fiscale quand vous achetez un bien immobilier, puisque c'est une seconde, troisième résidence, et donc là, vous tombez dans la législation fédérale. Au lieu d'acheter un bien, vous allez peut-être en acheter deux, peut-être trois, et donc vous allez faire un effet de levier, et donc vous allez vous enrichir encore plus lorsque vos biens seront remboursés au terme du crédit. Donc, c'est très, très important. Aujourd'hui, on est dans une conjoncture qui est favorable. Les taux sont bas. Et très sincèrement, ça, en tout cas, c'est mon analyse, que vous achetiez aujourd'hui un bien à 300 000 ou à 295 000 ou à 305 000, dans l'absolu, ça reste de l'argent. Je suis bien d'accord. 5 000 euros, 10 000 euros, c'est beaucoup d'argent. On sait faire plein de choses avec ça. Mais sur l'amortissement que vous allez faire sur une quinzaine, une vingtaine, voire plus d'années, l'impact, il est minime. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, je sais que j'ai des personnes qui se disent chic, 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 c'est la crise, il y a des gens qui vont devoir vendre, il y a des gens qui vont faire faillite, on va faire des bonnes affaires. Mon impression, et plutôt mon analyse là-dessus, c'est que, tout est encore beaucoup trop tôt. Il faut pas oublier, ça ne fait que 5 à 6 semaines qu'on est confiné. L'activité économique n'a pas été à l'arrêt, elle a été ralentie. Elle va redémarrer progressivement au cours du mois de mai si tout va bien et on croise les doigts. Mais on aura réellement une vue que d'ici plusieurs mois, voire 1 an ou 2, sur l'impact réel que cela peut avoir sur le pouvoir d'achat des gens. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes dans une logique d'achat, ça ne sert à rien d'attendre parce que vous allez devoir attendre 1 an, 2 ans, et en attendant, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Si aujourd'hui vous avez une opportunité, si aujourd'hui vous avez envie d'investir, moi mon conseil ce serait de le faire maintenant. Pourquoi? Parce que les indicateurs sont verts. Il y a 268 milliards sur les comptes bancaires qui dorment en Belgique, donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'argent. Alors si on part du principe qu'il y a à peu près 6 millions d'adultes et de population active, bon, ça fait 46 000 euros par personne. Alors bien évidemment, tout le monde n'a pas 46 000 euros. Il y a des gens qui ont énormément de cet argent, des gens qui n'ont rien du tout. Mais ça veut dire qu'il y a quand même une grosse partie de la population qui a de l'argent, qui dort. De l'argent qui est sur les banques, de l'argent qui ne rapporte rien, de l'argent en bourse. Et l'abri qui a toujours été, culturellement dans notre pays, une valeur refuge. Il faut savoir qu'en Belgique, on a à l'heure actuelle à peu près 70% de la population qui est propriétaire d'un bien. Et sur ces 70%, on a plus de 20% qui ont au minimum un deuxième bien. Et donc les personnes aujourd'hui qui se disent non mais moi je vais attendre que les gens soient obligés de vendre pour investir, moi j'aurais envie quand même de leur dire, vous savez, il faut rester prudent avec ce genre de postulat parce que on l'a vu en 2008. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le marché immobilier a connu des baisses au niveau de la seconde résidence. Et c'est quoi la seconde résidence? Ce sont essentiellement les appartements à la mer, les villas et les chalets dans les Ardennes. Pourquoi? Parce que quand on a besoin d'argent, c'est la première chose dont on va se défaire.
On va pas vendre son habitation, on va pas vendre un bien de rapport, on va vendre un bien qui est secondaire. Et donc là, effectivement, ces biens peuvent dévaluer. D'autre part, ça c'est quelque chose que j'ai oublié de dire au début et qui est important, quand vous entendez parler d'une baisse ou d'une hausse de l'immobilier dans la presse, il faut bien scinder les choses. Quand on parle d'une augmentation, d'une diminution, on parle d'une vision de macro-marché. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend tout en considération. On prend le commerce, on prend le bureau, on prend les quotidiens, on prend les parkings, on prend la résidence principale avec donc les appartements, les maisons, les villas, etc. Mais donc, ça veut dire que tous ces éléments et des industries. Et tous ces éléments ont une influence. Et donc, vous pouvez très bien avoir un marché dans lequel, par exemple, le bureau et le commerce se cassent complètement la tronche, mais le résidentiel continue d'augmenter. Mais si la part de marché de l'un est plus grand, je dirais, en termes de valeur de transaction que l'autre, fatalement, on va avoir une diminution. Mais dans la plupart des gens, lorsqu'on parle d'investissement, moi je l'ai remarqué, on pense résidentiel. C'est assez rare qu'un particulier se dise, tiens, je vais investir dans un commerce et je vais le louer. Pourquoi? Parce que fiscalement, c'est pas intéressant. Il vaut mieux être en société, et donc là, il vaut mieux être d'un investisseur professionnel. Quand on est un investisseur bon père de famille, on va vers le résidentiel. Et donc, quand vous lisez les choses, de grâce, essayez de voir un petit peu quelles sont les sources et de voir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du marché immobilier dans sa généralité, ou alors est-ce que l'on va parler plutôt du résidentiel, du retail, du bureau, du côté étudiant, peu importe. Donc ça, ce sont des éléments qui sont à mettre vraiment en avant et qui sont très très importants. Donc nous, ici chez WeInvest, de manière générale, dans l'immédiat, on ne s'attend pas du tout à une diminution du prix de l'immobilier, en tout cas pour les grandes villes. Dans les milieux ruraux, à la campagne, là par contre la tendance peut être un petit peu différente. Et ça c'est une question d'offre et de demande. Il y a toujours plus d'offres et de demandes dans les villes parce qu'on a une densité de population qui est plus importante que dans les campagnes où il y a un petit peu moins de choix et un petit peu moins de personnes. Et on l'a remarqué sur les marchés, et quand je dis on l'a remarqué, ce n'est pas moi, c'est pas WeInvest non plus, ce sont toutes des données qui nous proviennent des instituts statistiques en Belgique et qui eux-mêmes se fournissent chez les notaires avec toutes les transactions, les variations de prix, etc. On a remarqué effectivement que le milieu rural c'était beaucoup plus rétracté aux périodes des crises que les milieux des villes. Pourquoi? Parce que on a connu un petit peu l'exode rural dans le passé. Aujourd'hui, on a plutôt un regain pour la ville. Donc, l'immobilier, même en période de crise, moi, je prends le cas par exemple d'Ixelles, qui reste une commune assez chère. Ixelles, en 2008, 2009, 2010, après les subprimes, a continué à croître malgré tout, et donc n'a pas stagné au niveau des prix, a même augmenté. Donc, dites-vous bien aussi qu'il ne faut pas faire une généralité. Chaque commune, chaque entité est différente, et en Belgique, on a des très très grosses différences, que ce soit par exemple Anvers, Bruxelles ou Charleroi. Ce sont des marchés immobiliers qui n'évoluent pas du tout de la même façon. Donc ça, voilà, je dirais que là, je vous ai planté un petit peu le décor général. Maintenant, j'espère recevoir un petit peu des questions. Là, j'en ai reçu une de Mathieu, qui me dit, peux-tu parler de l'achat immobilier pour le mettre en location, surtout meublé pour les expats? Y a-t-il une tendance à avoir moins d'expats à Bruxelles demain? Ça, c'est une question qui est assez intéressante. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir moins d'expats à Bruxelles? En tout cas, pour tout ce qui concerne les expats qui viennent des institutions européennes, au sens très large du terme, non, parce que, bon, à part l'Angleterre qui sort de l'Europe, tout le reste est assez stable, et donc le nombre de délégués européens va rester, et donc là, je pense pas que cela va impacter de manière négative le marché. Ensuite, il y a tous les expats qui proviennent des multinationales. Alors là, évidemment, ça peut avoir une incidence, effectivement, si on a des boîtes qui réduisent leur effectif, qui réduisent les budgets, qui ferment boutique tout simplement. Ça peut avoir un impact. Alors, il faut savoir que la location meublée, donc ça c'est une des trois principales branches dans lesquelles on va conseiller nos investisseurs chez WeInvest. Donc les trois branches sont lesquelles? C'est l'AIS, donc l'investissement avec les agences immobilières sociales, la location traditionnelle que tout le monde connaît, et la location meublée. Alors la location meublée, c'est ce qui peut s'apparenter à la location comme un placement un peu plus agressif sur le marché boursier et financier. Alors pourquoi? Parce que ce qui est très important avec les expats, c'est la localisation. Donc on le sait, en immobilier, la localisation est hyper importante, mais dans le cas d'une location meublée, c'est encore plus important parce que les marchés sont beaucoup plus réduits. Pourquoi? Parce que les expats vivent dans des cercles qui sont beaucoup plus restreints. Donc ça veut dire qu'en général, on paye ça beaucoup plus cher. Mais par contre, avec le loyer plus le supplément que l'on a avec les meubles, effectivement, on a un rendement qui est meilleur.
Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, moi je ne vois aucune contre-indication à continuer à investir dans un bien immobilier qui soit à destination des expatriés. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours là. Et parce que même si demain ils devaient partir, ça ne se fera pas du jour au lendemain et qu'il y a toujours possibilité de faire une reconversion d'un logement meublé en logement traditionnel. Et généralement, quand on achète dans une belle commune qui est chère, souvent ça reste cher et la plus-value que l'on fait à la revente, elle est aussi beaucoup plus importante que dans une zone qui est un petit peu moins favorisée. Donc je dirais que pour l'instant, en tout cas, tous les indicateurs sont au vert. Je ne vois pas de contre-indication à faire ce genre d'achat. Mais par contre, j'inviterai Mathieu à, si en tout cas c'est son but d'acheter, à être très vigilant sur la zone dans laquelle il veut acheter et de vérifier que c'est une zone qui est effectivement courue par les expats ou non, parce que fatalement il va avoir peut-être des difficultés à louer un bien meublé s'il n'est pas situé dans une bonne zone et qu'il n'est pas au bon prix. Et il me demande donc quels vont être les impacts négatifs attendus de la crise. Mais les impacts attendus, en fait on n'en attend aucun. À l'heure actuelle, comme je dis, on n'a pas de boule de cristal et on ne sait pas ce qui va se passer. C'est beaucoup trop tôt. Ce qui est rassurant, je dirais, par rapport à 2008, par exemple, c'est qu'il y a énormément d'aides qui ont été mises en place. L'Europe a lancé la machine à impression à billets. Faudra voir évidemment comment ça va jouer sur l'inflation, mais en tout cas, il y a beaucoup d'aides qui sont mises en place. Je veux dire, moi-même, je peux parler à titre personnel, je suis indépendant en société. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que oui, notre activité, elle est un petit peu mise à l'arrêt. Bon, on a pu, heureusement, chez Winvest, continuer à faire des ventes pendant cette période-ci, justement des investisseurs essentiellement, mais pour des biens qui étaient dans la promotion neuve, donc des ventes dites sur plan. Pourquoi? Parce que, a priori, qu'on soit confiné ou pas confiné, s'il n'y a rien ou si le chantier est en gros œuvre et qu'on ne sait pas le visiter, ça change pas grand-chose de l'acheter en temps normal ou maintenant. Donc ça, c'est le genre de transaction dans lequel on est encore actif. Mais voilà, à titre personnel en tant qu'indépendant, on a reçu des aides et donc oui, effectivement, le contexte n'est pas idéal, mais en tout cas, on ne se sent pas non plus complètement délaissé ni dans des situations de précarité extrême. Il y a des secteurs qui sont beaucoup plus impactés, comme l'horeca, comme l'événementiel, où là, effectivement, ça va être très difficile, mais en tout cas, je dirais, dans la plupart des secteurs, il reste une activité économique. Alors, Quentin, quand on veut faire de la location, est-ce qu'il vaut mieux acheter un appartement ou une maison? Ou encore carrément un immeuble? Comment savoir quel est le meilleur premier investissement? Alors, Quentin, je te dirais que si c'est ton premier investissement, je ne commencerai peut-être pas trop gros, je commencerai petit. Pourquoi? Parce que, comme toute chose, il faut apprendre, il faut appréhender cela et tu vas faire des erreurs comme n'importe qui commence une activité. Se lancer directement dans l'achat d'un immeuble, ça va demander beaucoup de travail, beaucoup de gestion. Si tu as un immeuble entier avec 3, 4, 5 appartements, tu risques d'avoir beaucoup de travaux, tu risques d'avoir plusieurs locataires fatalement, et ça je te le souhaite, mais tu vas donc avoir aussi plus de gestion à faire. Moi, je te conseillerais de commencer par un flat, par un appartement, par un bien et de voir comment ça se passe. Et ensuite, si tu vois que tu t'inscris dans cette logique d'investisseur immobilier, là, tu peux te lancer et tu auras gagné un peu d'expérience et tu feras sans doute moins d'erreurs pour le deuxième, le troisième, le quatrième achat. Alors, quant à savoir si c'est plus intéressant une maison ou un appartement, ça va dépendre radicalement de la région dans laquelle tu te trouves. De manière générale, si c'est dans les villes, je préconiserais plutôt les appartements parce qu'il y a une plus grosse demande que dans le genre de maison. Et surtout, plus ton bien va être gros, plus ton loyer va être important. Et donc, ça veut dire que en cas d'inoccupation, plus ta vacance locative va être importante aussi. Et donc, à voir en fonction de tes finances. Mais c'est plus facile de pallier, par exemple, un manque à gagner de 750 € par mois qu'un manque à gagner de 3000 € par mois. Surtout si tu as un crédit qui est proportionnel par rapport à ça. Donc moi j'ai plutôt tendance à conseiller les gens d'aller vers les appartements et par rapport aux immeubles de rapport, c'est quelque chose qui a été très prisé il y a quelques années. Évidemment, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont mis dedans, donc il y en a moins. Et d'une part, tout ce qui concerne les règlements urbanistiques se sont un petit peu durcis. Et donc aujourd'hui, trouver un immeuble de rapport qui soit sans infraction, c'est compliqué. Et s'il y en a, ils sont chers. Et s'ils sont chers, il faut voir si le rendement en vaut la peine. Donc voilà, mais c'est comme tout, hein, c'est l'offre et la demande. Donc les immeubles de rapport, je le déconseillerais dans un premier temps, surtout que à ce moment-là, s'il y a des travaux à faire, c'est 100% pour ta pomme. Dans un immeuble à appartement, s'il y a des travaux à faire, tu n'es jamais solidaire que par rapport à tes quotités, donc l'impact est un petit peu plus minime par rapport à ta rentabilité. Mais par contre, c'est clair que si quelqu'un maintenant est déjà multipropriétaire, pourquoi pas, parce que ça permet de se diversifier.
sont les aléas du direct, hein, comme on dit, la technique nous plante. Euh, donc, j'étais occupé dans les questions, donc je vais essayer de reprendre là où j'étais. Donc, par rapport à Ibtissam qui demandait donc quels étaient les critères pour choisir sa zone d'achat. Je dirais que les critères, en fait, ils sont allez, si je suis maintenant très cartésien et le plus rationnel possible, je te dirais qu'il vaut mieux viser les zones dans lesquelles tu peux avoir les meilleurs rendements potentiels, mais ça va également dépendre de ton profil d'investisseur. Pourquoi? Parce que dans l'immobilier, comme dans d'autres placements financiers, tu peux très bien avoir des zones qui vont avoir plus de potentiel de développement que d'autres. Et donc, ça veut dire qu'il y aura peut-être plus d'incertitudes que d'autres. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mais quand tu vas aller dans une zone, par exemple, qui est très très chère, oui, tu vas payer cher et vilain, mais tu as plus de sécurité. Donc, ça veut dire que tu as un potentiel de revente aussi qui est un petit peu plus garanti. Si tu investis maintenant dans une zone qui est plus en voie de développement, tu vas acheter beaucoup moins cher. Par contre, tu ne sais pas très bien comment le quartier va évoluer. Et donc là, tu fais un pari sur l'avenir. Et tu peux gagner potentiellement plus d'argent, comme tu peux en gagner beaucoup moins aussi. Donc, il y a aussi des personnes qui vont choisir une zone géographique par rapport à ce qu'ils connaissent. Parce que c'est plus facile d'acheter là où on connaît, dans un environnement qui est parfois proche ou familier. Donc là, je dirais aussi, ça dépend un petit peu de l'implication que tu as envie de donner à ton investissement immobilier. C'est vrai que ça va être beaucoup plus facile à gérer si c'est quelque chose qui est proche de ton domicile que si c'est loin. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas quelque chose qui soit idéal. C'est à chaque personne de voir un petit peu en fonction de ses sensibilités et en fonction, je dirais, de ses capacités, de l'endroit où il peut potentiellement acheter quelque chose. Donc, mon conseil, ce serait de te faire conseiller, de voir un petit peu en fonction de ton profil d'investisseur, qu'est-ce qui serait la meilleure solution pour toi, en fonction de tes moyens aussi. Alors, j'avais aussi une question de Laura qui demandait si c'était intéressant d'investir quand on n'est pas sûr, pardon, de sa situation professionnelle. Par exemple, un déménagement à l'étranger. Euh, ben, Ça dépend aussi un petit peu quel est. C'est vraiment du cas par cas, hein, mais je dirais il n'y a jamais de toute façon de mauvais investissements à faire. Même si maintenant vous êtes dans une situation où vous devez, par exemple, partir à l'étranger pour le boulot pour quelque temps, que ce soit de manière prolongée ou définitive. Euh, Ça n'est pas une mauvaise chose de faire un investissement en Belgique, puisque de toute façon, vous allez garder un rendement dessus. Alors, évidemment, ce qui va se passer, c'est que gérer ce bien va être très compliqué lorsque vous êtes à distance. Alors, il existe des solutions. Donc, soit, évidemment, vous avez de la famille ou des amis qui peuvent vous aider, soit vous allez faire appel à une société de gestion patrimoniale. Alors, ces sociétés de gestion, elles vont faire tout le travail à votre place, moyennant une commission. Et donc, ça, c'est à prendre à ce moment-là en compte dans le calcul de l'investissement et le calcul du rendement. Généralement, pour donner un ordre d'idée, les sociétés de gestion immobilière prennent entre 2 et 10% du loyer mensuel. Alors pourquoi cette différence? Ça dépend un petit peu en fait du travail qui est demandé. Évidemment, si elles prennent 2%, on doit s'imaginer qu'elles vont pas faire grand-chose. Quand on est plutôt par contre aux alentours des 10%, là c'est vraiment une gestion complète et un encadrement qui est total. Donc je dirais que ce n'est pas pour moi une contrainte si vous partez à l'étranger de faire un achat immobilier. Et ce sera d'ailleurs plus facile de le faire parce que si après vous partez à l'étranger et que vous avez donc vos rentrées financières qui sont faites à l'étranger, ça va être plus compliqué de souscrire un prêt après en Belgique pour faire un investissement. Donc je dirais que tant que vous êtes en Belgique, ça sera plus facile de le faire que si vous partez un moment à l'étranger. Alors, j'ai une question de Maxime qui est déjà beaucoup plus pointue. À ton avis, quelle est la tendance pour les SCI suite à la crise? Alors là, c'est une bonne question. Parce que là, on va déjà s'apparenter un petit peu plus au marché financier. Elle risque effectivement d'être plus... Enfin, après, là, je vais vraiment parler de ressenti personnel. Hein. Donc, il y a aucune analyse, je dirais, scientifique ou pointue derrière. Mais elle risque effectivement d'être peut-être un petit peu plus secouée que les particuliers. Ça a été le cas dans le passé, à la dernière crise que l'on a connue donc avec la subprime il y a 10 ans. Donc, si on suit la même tendance, elle risque effectivement d'être peut-être plus impactée que le marché résidentiel traditionnel. Maintenant, de nouveau, comme je l'ai dit, on parle de crise aujourd'hui, on parle d'un contexte. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas la première crise économique que l'on traverse.
il y en a déjà eu et il y en aura encore. Ça fait partie de la vie. On en parle beaucoup, c'est fort médiatisé pour l'instant. On crie beaucoup au loup, alors que, comme je l'ai dit, ça fait que quelques semaines que l'on est concerné. Donc moi, je pense que tout le monde doit garder un petit peu la tête froide, doit prendre les choses avec prudence et avec recul et réflexion. Ça ne sert à rien de se préciter, ça ne sert à rien de paniquer. Et comme je l'ai dit, de toute façon, les différents acteurs du marché, c'est vous, c'est moi, c'est monsieur, madame, tout le monde, c'est la personne qui va mettre en vente, la personne qui va acheter. Si tout le monde panique, si tout le monde se bloque, effectivement, le marché va se figer. Si tout le monde continue d'agir plus ou moins normalement, le marché va continuer et les transactions vont s'opérer. Donc, moi, j'aurais tendance à appeler à la raison, au calme, et si les gens agissent de manière réfléchie, on va traverser cette crise comme toutes les précédentes que l'on a traversées, et le marché immobilier, qui est une valeur refuge, va certainement s'en sortir renforcé. Maintenant, je voudrais aussi faire une petite parenthèse parce que j'entends souvent dire ah mais les agents immobiliers surgonflent le marché, les agents immobiliers veulent surtout pas de baisse, les agents immobiliers c'est à cause d'eux si maintenant les biens sont si chers. Non, comme j'ai dit, l'agent immobilier ne décide de rien. C'est le propriétaire vendeur qui fixe les balises et les limites. L'agent immobilier, il est là pour l'accompagner et aider à finaliser la transaction. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que à la limite, les agents immobiliers ne demandent pas mieux que le marché diminue et se casse la tronche. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de vendre moins cher que de vendre plus cher, tout simplement. Et quand on sait que nous sommes payés à la commission et donc au pourcentage des honoraires, donc il faut savoir que sur le marché, les honoraires moyens de l'agent immobilier, c'est 3%. Parfois c'est un peu moins, parfois c'est un peu plus, ça dépend un peu des circonstances. Mais donc je vais reprendre je vais prendre un exemple tout con de 100 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'agent immobilier, si c'est vendu à 100 000, il gagne 3 000 euros. Si c'est vendu à 90 000 euros, il va gagner combien? Il va gagner quasi la même chose. Donc en fait, ça change quasi rien. L'agent immobilier n'a pas intérêt à ce que le marché parte en flèche de manière exponentielle. Il faut pas oublier que nous sommes là pour accompagner, rassurer et aider les gens dans leur projet d'achat, qui est de plus en plus complexe avec toutes les normes qui sont imposées au fur et à mesure. Et c'est une bonne chose parce qu'on parle de gros sous, on parle de grosses applications, on parle d'un projet sur du long terme, que ce soit en occupation ou en investissement. Donc voilà, je dirais que aujourd'hui, quand on vous dit qu'à notre avis les choses vont stagner, c'est réel et ça n'est ni dans notre intérêt ni dans notre désintérêt. C'est juste un constat. Alors, j'ai question de Dustine et Gary. Est-ce que tu peux parler de l'investissement dans des garages ou des fonds de commerce? Alors, les investissements dans les garages, je sais que c'est quelque chose qui était fort prisé ces dernières années parce que la mise de départ est faible, les loyers proportionnellement sont corrects, la gestion n'est pas dingue, les frais sont pas dingues, les précomptes immobiliers, les charges sont quasi inexistants. Aujourd'hui, avec les transformations de notre société, j'émets quelques réserves personnellement sur les parkings. Pourquoi? Parce que on remarque quand même que le tout à la voiture est en train de changer. Alors, c'est vrai que dans les centres-villes, il y a une pénurie de parking. Donc, acheter un parking aujourd'hui et le louer, c'est super facile. Mais maintenant, dans une vision à long terme, est-ce que la voiture va disparaître? Est-ce que la voiture va se maintenir? Est-ce qu'on va bannir la voiture des centres-villes? La question est, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces parkings? Donc j'avoue que moi personnellement, je suis un petit peu partagé par rapport à l'investissement sur les parkings. Ça reste des bons placements. Maintenant, est-ce que ça restera des bons placements? Là, c'est un petit peu plus incertain. Et alors, les investissements par rapport au commerce, là par contre, quand je disais tout à l'heure qu'il faut voir les choses de manière macro et que quand on parle de marché immobilier, il y a du résidentiel, il y a du commerce, il y a du bureau, etc. Alors, si on est dans une crise économique, ça sous-entend des faillites. Ça sous-entend donc des biens qui vont être inoccupés et pour lesquels il n'y aura plus de loyer payé. Le commerce, si vous êtes un particulier, moi je ne conseille pas d'aller investir dans un commerce ou dans un bureau. Si vous êtes maintenant en société et si vous êtes un gros investisseur et que vous voulez vous diversifier, là ça peut devenir intéressant. Mais au jour d'aujourd'hui, avec la conjoncture actuelle, aller investir dans un espace commercial, c'est risqué malgré tout. Je dirais qu'il faut surtout vérifier un petit peu la localisation. Maintenant, c'est clair que par exemple un commerce situé rue Neuve,
c'est moins risqué comme investissement parce que ça brasse du monde. Après, les loyers sont aussi assez soutenus. Mais donc, ça veut dire que dans ce genre de zone, même si vous avez quelqu'un qui fait faillite, vous savez le relouer facilement. Si maintenant vous êtes dans une dans une zone, pardon, un peu plus rurale ou reculée, louer un commerce, ça peut être plus difficile. Et donc, vous pourrez avoir beaucoup de vacances locatives. Donc, les vacances locatives, c'est quand le bien est inoccupé et que vous n'avez pas de rentrée d'argent. Donc, voilà, je dirais que aujourd'hui, si vous êtes un investisseur bon père de famille, je ne conseillerais pas le commerce et le bureau, et ça n'a rien à voir avec le fait que Winvest est spécialisé dans le résidentiel, parce que je sais que tout le monde veut prêcher pour sa chapelle, mais là, je dirais vraiment, sincèrement, au jour d'aujourd'hui, je trouverais ça un petit peu dangereux. Donc, je m'abstiendrai. Alors, on a une question d'Ilias. Donc, auriez-vous une idée de la plus-value moyenne en pourcent entre un bien acheté à rénover et la revente de celui-ci complètement rénové à Bruxelles? Alors non, parce que tout va dépendre du prix auquel tu vas l'acheter, et tout va dépendre du prix auquel tu vas le revendre, et surtout du montant de tes travaux. Ça, c'est vraiment du cas par cas. Il faut voir à quel prix on achète et à quel prix on peut revendre et surtout à quel prix on va pouvoir faire ces travaux. Maintenant, il faut pas oublier aussi une chose, c'est qu'à partir du moment où vous faites des travaux et que vous voulez revendre, vous entrez un peu dans une catégorie de professionnels de l'immobilier, même si vous n'êtes pas agent immobilier. Ça veut dire donc quoi? Ça veut dire que vous allez avoir des responsabilités, notamment au niveau des vices cachés. Donc, prudence. Je dirais prudence. La rentabilité que l'on peut espérer, en général, quand on est un investisseur, elle se situe aux alentours de 10%, donc il faut bien faire son calcul. Alors je sais qu'il y a des gens qui parlent de 20, 30, mais dans la situation actuelle et aujourd'hui, même avant la crise du coronavirus, je dirais dans les années qui ont précédé, on n'était plus dans ce genre de logique, c'était valable il y a encore 15 ans, mais plus maintenant. En général, quand on a 10, 12, 15%, c'est déjà très très bien. Mais attention, de nouveau, voilà, si vous êtes professionnel, oui, pas de souci, foncez. Si vous êtes particulier, attention, parce qu'il va falloir bien vous faire conseiller, il va falloir avoir les bons corps de métier, et il va falloir surtout bien budgétiser et faire attention, je dirais, à toutes les normes à respecter, qu'elles soient urbanistiques, sécurité incendie, PEB, donc les surprises peuvent aller très très vite. Donc malheureusement, je peux pas te donner un pourcentage précis parce que ça va être au cas par cas et ça va dépendre d'une région à l'autre. Mais je te dirais de bien te faire conseiller, de bien te faire épauler, que ce soit par un architecte, un entrepreneur, un agent immobilier, parce que évidemment là, toute erreur peut se payer cash, sans mauvais jeu de mots. Alors, question de Benoît. Pour vous, le neuf est toujours une valeur sûre? Oui, alors le neuf, oui, ça reste une valeur sûre. Donc de manière générale, si on fait un parallèle, quand on est dans les promotions neuves, il faut savoir qu'il y a à peu près 50 à 60% des acheteurs, qui sont des investisseurs. Donc le neuf a le vent en poupe par rapport à l'investissement immobilier. Alors pourquoi il a le vent en poupe? Parce qu'il offre en fait beaucoup de sécurité. Alors oui, il est un peu plus cher, ça c'est clair. Pourquoi? Parce que ça coûte plus cher de faire les choses aux normes aujourd'hui. Mais il offre également beaucoup de sécurité sur du long terme. Pourquoi? Parce que déjà le bâtiment est sous garantie pendant 10 ans et qu'en général les premiers gros travaux n'arrivent qu'après 15 ou 20 ans et que l'on part surtout d'une feuille blanche. C'est-à-dire qu'un vieil immeuble, années 50-60, mais il peut avoir été très bien géré et entretenu et financé, comme il peut avoir été très mal géré, très mal entretenu et avec zéro finance et beaucoup de crédit. Et donc quelque chose qui paraît intéressant au prix d'achat se retrouve potentiellement très onéreux au niveau des frais indirects avec les charges et les travaux dans l'immeuble. Et donc là, en tant qu'investisseur, eh bien, là, vous devez faire attention. Pourquoi? Parce que, oui, à première vue, ça peut sembler intéressant, mais quand vous prenez en compte tous les éléments, au final, c'est plus si intéressant que ça et votre rentabilité peut être impactée. L'avantage du neuf, c'est que votre budget, il est fixé dès le départ. Vous savez exactement ce que vous payez, et donc vous savez faire votre calcul en fonction d'eux. Et là, vous visez sur, comme je disais, du moyen long terme. Et donc, en général, pourquoi les investisseurs se portent sur le neuf, c'est pour la tranquillité, 2 parce que c'est beaucoup plus facile à louer, les locataires sont friands du neuf parce que comme tout un chacun, quelque chose qui est neuf, ça a toujours plus d'attrait. On est sûr de respecter toutes les normes et par rapport aux expats, c'est également beaucoup plus rassurant et donc on peut beaucoup plus facilement faire des locations meublées par exemple. Alors, je sais que donc je complète la question de Benoît, donc parce que les avis divergent. Pour ma part, cela dépend de la répartition droit d'enregistrement et TVA. Alors, oui et non. Alors, je sais que dans le neuf, en général, quand on investit, on va chercher la cote. Alors, pour situer un peu les balises, quand vous achetez du neuf, vous avez toujours en fait une partie qui concerne le terrain, une partie qui concerne la construction. Et ces parties, elles peuvent varier. Dans le worst case scénario,
vous allez payer 100% de TVA sur 100% du prix. C'est-à-dire que la construction comporte 100% du prix de vente. Dans les meilleurs cas possibles, on va plutôt se situer dans une proportion de 60% de construction, 40% de droits d'enregistrement. Et généralement, dans la plupart des projets neufs, on est sur une balance de 80-20%. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie terrain est taxée à 12,5 sur Bruxelles, 10% en Flandre et 12,5% en Wallonie, et la partie construction est taxée à 21. Donc l'investisseur, fatalement, pour un projet immobilier, il va regarder de préférence celui qui a la quote-part construction la plus faible, parce qu'il payera moins de taxes. Mais c'est pas tout. Il faut regarder d'une part différents projets immobiliers. Et donc on peut avoir un projet immobilier avec une quote-part construction qui est plus importante, mais qui a un prix d'achat plus intéressant qu'un autre projet avec une meilleure répartition, mais dans un environnement qui est plus cher. Ensuite, il faut voir quel est le type d'achat qu'on veut faire comme investissement. Comme je l'ai dit, il y a les AIS. Donc les AIS, ce sont les agences immobilières sociales. Ça, c'est un mécanisme d'achat dans lequel, en fait, les pouvoirs publics veulent inciter les particuliers à investir dans tout ce qui est... C'est pas du logement social, mais ce sont des logements qui sont mis à disposition d'allocataires sociaux et qui sont dans des résidences traditionnelles. Alors, il y a des incitants fiscaux et un des incitants fiscaux majeurs, c'est quoi? C'est qu'au lieu d'avoir une TVA à 21%, dans ce genre de cas, on a une TVA à 12%. Et donc, c'est encore plus intéressant qu'à la quote-part terrain. Et donc là, en général, on va faire quoi? On va chercher des projets qui ont le plus de quote-part construction possible, parce que ça va être plus intéressant. Un autre incitant fiscal là-dedans, c'est évidemment vous êtes exonéré de précompte immobilier pendant les 15 ans qui sont la durée du contrat. Donc, comme je l'ai dit, il y a le prix, et beaucoup de gens sont focalisés sur le prix, mais vous devez regarder les choses dans leur ensemble. C'est comme pour un crédit hypothécaire. J'ai des clients qui sont focalisés sur le taux. Le taux. Mon voisin, mon collègue, un ami, mon père, j'en sais rien, il a eu 0,10% de moins que moi. Mon banquier n'est pas correct, c'est dégueulasse, je ne veux pas signer parce que je n'ai pas les meilleures conditions possibles. Arrêtez de vous focaliser sur le taux. Regardez le TAEG, parce que c'est ça qui va déterminer le coût réel de votre crédit. Vous pouvez avoir un taux à, par exemple, 1,5 qui va être plus intéressant que votre voisin qui a eu du 1,4. Pourquoi? Parce que les frais annexes, que sont les frais de dossier, l'assurance incendie, votre assurance solde restant dû, vont être peut-être beaucoup moins chers. Donc, je dirais le prix est une des variables, mais ça n'est pas la seule variable. Vous devez vraiment essayer de regarder les choses dans la globalité. Et je sais, c'est une matière complexe, et c'est aussi pour ça que les agents immobiliers sont là. C'est pour vous aider à appréhender ça et pour regarder les choses avec un grand angle. Mais bon, voilà, en général, je sais que le prix, c'est la première chose que l'on regarde, mais ça n'est pas la seule valeur à considérer pour calculer correctement votre rendement. Alors, Laura, est-ce que les banques risquent de moins prêter aux jeunes premiers proprios dans les mois à venir, ou est-ce que les taux prêts vont être moins intéressants à cause de la crise? Alors, je dirais que ça va dépendre du secteur dans lequel tu es, Laura. Si tu es dans l'événementiel ou l'ORECA, à mon avis, ça va être plus compliqué, parce que ce sont les secteurs qui sont le plus touchés. Si tu es dans un secteur qui est relativement safe, comme le médical par exemple, qui a le vent en poupe, ou le pharmaceutique, qui est fort demandé pour l'instant, là a priori pas de souci. Au niveau des taux, donc je sais, je l'ai dit au début, les économistes et les banques parlent d'une baisse de l'immobilier de l'ordre de 1 à 3% selon leurs prévisions. Mais de nouveau, moi j'attends à voir un petit peu sur quel travail de fond il se passe pour dire ça. Et en même temps, ils indiquent aussi que les taux risquent de remonter potentiellement un petit peu aussi. Et on parle de 0,2, 0,3%. Bon, ça reste quand même assez marginal. Il faut savoir aujourd'hui que les taux sont historiquement bas, et même, enfin, je dirais tant qu'on reste en dessous des 3%, ça reste quand même des situations exceptionnelles. Début des années 90, les taux étaient à 11, 12, 13. Début des années 2000, quand j'ai commencé l'immobilier, quand on avait du 5%, on était très content. Il y a 3-4 ans, quand on avait du 3%, on était très content. Donc, voilà, je dirais que aujourd'hui, les indicateurs sont au vert par rapport aux taux et par rapport aux banques, et que l'on est du 1,25, du 1,50, du 1,75, c'est pas ça qui va changer fondamentalement la donne sur la totalité du crédit. Oui, ça va représenter quelques milliers d'euros, mais qui sont dilués sur 15 ou 20 ans. Donc, c'est pas ça qui est très important. Donc, je dirais que pour les primo-acquéreurs aujourd'hui, si vous avez les moyens, si vous avez de l'argent, moi, mon conseil, ce serait foncez, achetez dans l'immobilier, parce que de toute façon, sur de long terme, que ce soit en investissement ou même à titre d'occupation personnelle, ça ne reste jamais un mauvais placement. Vous achetez votre résidence,
Lorsque vous serez pensionné, vous serez très content de ne plus avoir de loyer et d'avoir votre bien qui est payé. Lorsque vous faites un investissement immobilier et que vous comptez sur une rente, ben vous serez très content d'avoir de l'argent qui rentre tous les mois et d'avoir au bout de certaines années votre bien qui est payé et qui sera votre complément de pension ou votre bien de rapport ou de rente. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un système bancaire qui est encore stable et sain et qui offre des conditions qui sont tout à fait acceptables. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas le faire et les taux ne vont plus continuer à baisser. Enfin, je veux dire, on ne sait plus baisser de manière drastique comme c'était avant. Donc, a priori, ça ne peut faire que remonter. Maintenant, la BCE ne lance aucun signe par rapport à la rehausse de leurs taux, en tout cas dans un avenir à court terme. Mais c'est clair qu'à partir du moment où on aura une relance économique, les taux vont repartir à la hausse et on retournera peut-être sur du 3, 4, 5%. Mais de nouveau, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas. Il y a rien qui est figé dans le marbre, il y a personne qui a la réponse. Tout dépend comment le marché va évoluer. Mais mon conseil, c'est, vu les circonstances actuelles, allez voir votre banquier, faites une simulation, demandez quel est votre budget, trouvez un bien et ensuite mettez les banques en concurrence pour essayer d'avoir le meilleur taux possible, mais gardez à l'esprit que le taux ne fait pas tout et que vous devez regarder les choses dans la globalité et ça va également avoir un impact sur le rendement. Donc voilà,